l'invité de la matinale. KTO Radio. Focus ce matin sur les maladies psychiques à l'occasion de la Journée mondiale de la santé, lundi 7 avril, et un chiffre, 3 millions de Français souffrent de troubles psychiques sévères. Pourtant, que connaît-on à titre personnel de la bipolarité, des troubles dépressifs, de la schizophrénie? On tente de lever les tabous ce matin dans l'invité de la matinale avec le père Laurent Lemoine. Bonjour père. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychanalyste et aumônier à l'hôpital Sainte-Anne à Paris, un hôpital spécialisé en psychiatrie et en santé mentale. Psychanalyse et prêtre, c'est une caractéristique assez rare pour un aumônier. Oui, c'est devenu assez rare. Ça l'était un peu plus dans les années 90, 2000, même avant, 80 et tout. Maintenant, ça devient plus rare. Oui, il n'y en a plus beaucoup de mon espèce. Ces dernières années, on parle de plus en plus de santé mentale, de la dépression au burn-out. Mais est-ce qu'il s'agit de maladies psychiques, tout ça ? Oui, c'est des maladies psychiques. Tout dépend ce qu'on appelle la maladie. Si on pense que la maladie, c'est la maladie, psychique a une particularité. Elle en a plusieurs. On n'est jamais soit en bonne santé, soit en mauvaise santé. C'est-à-dire, il y a dans la vie mentale ou la vie psychique, il y a une continuité, un continuum entre la bonne santé et la mauvaise santé, même si il y a des ruptures graves, et les ruptures les plus graves étant les formes de psychose que vous avez citées, comme la schizophrénie. Et quels sont les différents troubles psychiques sévères qui existent ? Plus sévères, c'est les psychoses, c'est-à-dire les maladies qui nécessitent la plupart du temps une ou plusieurs hospitalisations et qui deviennent des maladies qui sont des maladies chroniques avec la plupart du temps des traitements à vie. Donc quand on dit maladie chronique, ça veut dire que c'est toute sa vie. Ah oui, maladie chronique, oui, il faut les prendre en charge toute sa vie. C'est en général des traitements médicamenteux toute sa vie, des soins toute sa vie et parfois même des réajustements des soins à l'hôpital et puis des dispositifs autour. Ça n'empêche pas la personne de mener sa vie, y compris sa vie de foi, en dehors de l'hôpital et même dans l'hôpital, mais en dehors de l'hôpital avec une réintégration sociale, avec un métier, avec une vie affective, mais il faut un soutien thérapeutique toute la vie. Est-ce qu'on peut parler d'espoir de guérison pour des personnes qui souffrent de bipolarité ou de schizophrénie par exemple ? Oui. Alors, si la guérison, c'est la réduction à l'absence des symptômes, c'est pas suffisant. La guérison en maladie psychique, c'est la capacité de réaménager sa vie, de faire quelque chose de ce qui vous arrive pour, si vous voulez, retrouver un autre équilibre que l'équilibre qu'on avait connu avant et qui avait été rompu. Une forme de stabilité. Bien sûr, la stabilité, c'est le début d'une situation qui s'améliore. On dit d'une personne en situation de handicap qu'elle est en situation de quelque chose afin de ne pas la réduire simplement à son handicap. Est-ce la même chose pour une personne atteinte d'une maladie psychique ? Toutes ces personnes se considèrent-elles forcément comme malades ? Disons que ça reste une forte stigmatisation, la maladie mentale, ne serait-ce que parce qu'on utilise le mot maladie, qui est discutable. On pourrait d'abord considérer que ce sont des gens qui sont en souffrance. Donc la maladie mentale est auto-stigmatisante et stigmatisante par autrui, ne serait-ce que la dépression et la difficulté de prononcer « je suis quelque chose », etc., d'être réduit à son symptôme. C'est pas la même chose de dire « je suis bipolaire ». On l'a vu avec un journaliste connu il y a peu de temps, et j'ai une bipolarité. Vous voyez, c'est pas du tout, la dénomination est différente et le rapport à la maladie est différent. Une vie professionnelle est pourtant possible pour une partie d'entre elles, vous le disiez. Oui, même si c'est parfois un peu difficile ou chaotique, mais dans bon nombre de cas, une vie professionnelle est possible pourvu que la stabilité soit suffisamment assurée. Mais bien sûr, c'est possible. Est-ce que vous observez, vous, à Sainte-Anne en tant qu'aumônier ? Oui, à Sainte-Anne, on voit passer beaucoup de gens, donc des personnes qu'on connaît depuis des années ou des personnes qui... Alors, la particularité de ces dernières années, moi je suis aumônier depuis 7 ans à Sainte-Anne.
Ce qui me préoccupe en ce moment, c'est le rajeunissement des troupes, si je puis dire, c'est-à-dire des patients qui sont quand même de plus en plus jeunes et qui constituent une bonne partie de la messe, par exemple, que nous célébrons le dimanche. Donc là, alors oui, ce sont des patients qu'on voit une fois, deux fois, qui reviennent au bout de 6 mois, un an, pour réajuster un traitement, parce qu'il y a eu de nouveau une rupture et qu'il faut au moins quelques jours, quelques semaines les stabiliser, et bien sûr, ils ressortent. Moins on passe de temps à l'hôpital, mieux ça vaut. Une vie professionnelle possible, une vie de foi aussi, vous l'avez dit. Vous le dites, c'est possible. Comment la grâce se transmet-elle dans un psychisme parfois défaillant ? Elle se transmet dans n'importe quel psychisme, même défaillant. C'est d'ailleurs ça un des motifs de la joie de mon ministère, c'est de mesurer cela. Il y a des médiations humaines, il y a des conditions humaines, très humaines pour cela, comme chez n'importe qui. Mais là, en l'occurrence, c'est aussi une question de stabilisation. C'est-à-dire, si la personne n'est pas stabilisée, je ne dis pas que la grâce ne passe pas. Mais ce que je constate, c'est que le délire, lui, va se manifester, notamment le délire mystique. Donc, quand on apaise les aspects les plus affolants quand même du délire mystique, la grâce se répand, se manifeste, et on peut avoir des échanges très féconds sur la vie trinitaire. Comment accompagner ce qu'on appelle les délires mystiques ? Quels sont les critères pour les reconnaître ? Le critère, il y a plusieurs critères. Si on parle du délire mystique ou délire religieux, effectivement, la personne entend des voix, par exemple, ou a des hallucinations, on lui commande de faire quelque chose, et celui qui va lui commander quelque chose et qui va lui confier une mission, c'est l'ambiguïté du terme mission, ça peut être aussi bien Dieu, la Vierge Marie, qu'un ange, que parfois les services secrets, ou carrément le démon, avec des personnes qui, pour le délire religieux en tout cas, des personnes qui pensent être possédées. Et ce que l'on sait par expérience en psychiatrie, c'est que l'immense majorité des gens qui vous disent qu'ils sont possédés ne le sont pas. Donc ça demande une stabilisation grâce au traitement. Oui, carrément. Il faut y aller en général assez fort pour stabiliser, et après ça va beaucoup mieux. La personne n'est plus agitée, la personne peut reparler avec vous, et on peut tout à coup reprier les psaumes, célébrer les sacrements avec elle. Mais il y a cette phase-là où à l'hôpital, les patients sont placés à l'isolement, au moins pour atténuer les symptômes les plus, comme l'agitation. Quand un patient est agité, il casse la gueule de ses soignants. Donc une vie spirituelle est tout à fait possible quand on a une maladie psychique. Il y a d'ailleurs des grandes figures de sainteté dont on comprend qu'elles pouvaient avoir de vraies fragilités psychologiques. Oui, la sainteté se répand dans un psychisme qui peut être très, très abîmé, mais bien entendu, oui, les figures de... Vous savez, c'est pas forcément d'ailleurs des figures de psychose, mais tout simplement la névrose, qui est la forme de conflictualité avec soi la plus répandue, qu'on retrouve dans l'itinéraire de saint François d'Assise, à certains égards, et pour d'autres raisons, de saint Augustin, qu'on retrouverait chez Thérèse de Lisieux. Chez Thérèse de Lisieux, il y a eu de nombreux travaux sur névrose et sainteté, mais la sainteté se déploie dans un psychisme abîmé, pas de difficulté. Je m'arrête 2 secondes sur le terme de santé mentale, un terme assez récent dans notre vocabulaire, et je crois que vous n'en êtes pas fan. Qu'est-ce que ce terme induit ? C'est toute une conception du soin qui s'est imposée depuis quelques années et c'est surtout, si vous voulez, la conception banalisée par le ministère de la Santé, une forme de soin où le patient est malade, avant tout considéré comme un malade, et puis définit une prise en charge, des traitements, une conception du soin, voire une conception de l'homme. Donc c'est une conception qui est un peu restrictive. Encore, c'est je suis en bonne santé ou je suis en mauvaise santé, c'est plus compliqué que ça, la vie psychique. Donc l'appellation santé mentale a quelque chose de commode, dit quelque chose de vrai, mais c'est un peu réducteur. Ça, elle mérite au moins de pouvoir parler de ces thématiques-là ?
Oui, bien entendu, on en parle. Alors, on en parle beaucoup de santé mentale après le Covid, parce qu'on a vu que le ministère de la Santé, avec les soignants, on s'est aperçu que de nombreuses personnes souffraient par exemple, des restrictions sanitaires, non seulement du Covid, mais des restrictions sanitaires, en particulier les jeunes, et que les formes les phobies devenaient galopantes dans les confinements, les addictions, etc. Donc, on a effectivement prêté, le ministère à banaliser, bien avant le Covid, mais à banaliser l'expression santé mentale. Vous voyez, par exemple, en modifiant la loi sur la psychothérapie, en donnant accès à des séances de psychothérapie gratuites aux étudiants, par exemple. Voilà. Donc, cet item-là fonctionne maintenant très fort. Et comment jugez-vous le regard de notre société sur les troubles psychiques aujourd'hui ? Il a bougé, mais pas tant que ça. La stigmatisation reste forte. La stigmatisation à l'école, entre élèves, reste forte. Donc, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ces questions. Et changer le regard sur la maladie psychiatrique, qu'est-ce que cela peut changer pour les personnes concernées ? Tout. Vous ne dites pas, vous n'assumez pas votre maladie de la même manière. C'est-à-dire la possibilité de dire « je suis » dépressif dans une atmosphère qui est bienveillante, qui est accueillante et accompagnante. Vous ne dites pas ça de la même manière dans une atmosphère qui va être stigmatisante ou simplement, vous savez, cette espèce de bienveillance mais à mauvais escient quand vous dites à un dépressif mais bouge-toi, secoue-toi, fais quelque chose de ta vie, alors que précisément il peut rien faire, que la volonté... Voilà. Donc ça nécessite de la part de l'entourage une certaine, y compris l'entourage, familial et en église, en communauté ecclésiale, une certaine familiarisation avec ces problématiques-là de santé mentale, en effet, pour éviter d'avoir des comportements qui soient maladroits avec les gens. Est-ce que le fait de parler de ces thématiques-là, de la santé mentale, des troubles psychiatriques, cela peut permettre aussi davantage d'améliorer le système de soins qui est aujourd'hui assez défaillant ? Oui, il ne faut pas les isoler. C'est-à-dire qu'il y a une génération des années 70, 80, etc. Le but, et même bien avant avec la création des neuroleptiques, des grands médicaments comme ça, le but c'était de sortir les patients des hôpitaux et de les réintégrer le plus possible dans la société, ce qu'il faut continuer absolument à faire, même avec la conception actuelle de la santé mentale. Par exemple, une fausse idée serait de dire certains grands malades mentaux sont dangereux. Non, la grande majorité des malades mentaux les plus abîmés, on va dire, ne sont pas dangereux. Vous voyez, il y a des fausses idées comme ça qui malheureusement continuent à circuler. On espère en tout cas en avoir combattu quelques-unes ce matin avec vous, Père Laurent Lemoine. Merci encore une fois d'être passé dans nos studios. Je rappelle que vous êtes psychanalyste et aumônier à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Je vous souhaite une bonne journée, bon début de semaine. Bonne journée.